Bon, salut à toi public. Dans cette partie et dans cette playlist, nous allons étudier les lois de Kepler. Et dans cette première vidéo, je te propose d'étudier les deux premières lois de Kepler. Alors la première, c'est les orbites des planètes sont des ellipses dont le centre du Soleil occupe l'un des foyers. Donc sur une ellipse, il y a deux points qui sont caractéristiques, ce sont les deux foyers qui sont ici et ici. Alors les ellipses, c'est une partie du programme de mathématiques que tu traiteras qui fait partie des coniques. Les coniques, c'est l'intersection d'un cône et d'un plan. Voilà. Donc, si le plan est perpendiculaire à l'axe de révolution du cône, tu vas obtenir un cercle. S'il n'est pas perpendiculaire, tu peux obtenir une ellipse ou une hyperbole éventuellement. Voilà, donc ça tu l'étudieras en mathématiques. Quoi qu'il en soit, cette première loi de Kepler est assez peu utilisée quand tu commences à faire de la mécanique, puisque généralement les ellipses ont une excentricité très faible qui font que généralement les trajectoires des corps que tu vas étudier seront la plupart du temps des cercles. Et lorsqu'on a affaire à un cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse où finalement le foyer 1 est confondu avec le foyer 2. La deuxième loi de Kepler, elle, en revanche, est une loi que tu vas utiliser plus souvent et qui te servira de justification pour expliquer que si un mouvement est circulaire, il est nécessairement uniforme, donc si le mouvement est uniforme, il est nécessairement circulaire. Donc là, le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. On dit aussi le rayon vecteur entre les deux centres d'inertie, à savoir celui du Soleil et celui de la Terre, balaye des aires égales pendant des durées égales. Alors sur un schéma statique, c'est pas forcément très facile de comprendre cette seconde loi de Kepler, cette loi des airs. Ce que je te propose, c'est d'utiliser une petite application qui est assez visuelle. Donc cette application, elle traite d'un exercice, une comète, voilà, qui est représentée ici par le petit point blanc, qui tourne autour du Soleil. Voilà. Qui tourne autour du Soleil, et ce fameux rayon vecteur, ce rayon, c'est celui qui lie le centre d'inertie du Soleil au centre d'inertie de la comète. Et donc ce rayon va balayer une aire égale pendant des durées égales. Alors là, sur le schéma, c'est assez parlant, parce que là, la comète est relativement éloignée, mais sa vitesse, la valeur de la norme de sa vitesse est faible. Donc du coup, en termes d'angle, elle va balayer un angle plus faible que lorsque sa vitesse sera plus grande. Donc la surface ici, elle va être équivalente à la surface balayée pendant une même durée lorsque la comète est plus proche du Soleil. C'est-à-dire que là, sa vitesse va augmenter, mais le rayon est plus petit. Donc on a certes ici un arc de cercle plus grand, avec un rayon plus petit, et cette aire ici en rouge est équivalente à cette aire ici en rouge, où l'arc de cercle est plus petit, où l'arc d'ellipse est un peu plus petit, mais par contre le rayon est beaucoup plus important. Voilà, ça c'est une loi que tu vas utiliser pour justifier que si un mouvement est circulaire, il est nécessairement uniforme, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Sur les petits exercices que je propose en classe, il y a trois schémas, il y en a un qui correspond à la seconde loi de Kepler, c'est évidemment le schéma numéro 2. Alors, une fois qu'on a vu la petite animation, c'est assez évident. Si on considère que l'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, lorsqu'elle va se rapprocher du Soleil, la valeur de la norme de sa vitesse sera plus importante, la norme de la vitesse sera plus importante, et quand elle va s'éloigner, elle sera un peu plus faible. Donc l'arc ici, pendant une durée égale, sera plus petit dans cette zone-là qu'il ne l'est ici. Quoi qu'il en soit, les deux aires vont être égales. Voilà. J'aimerais quand même profiter de cette loi des airs pour reparler un petit peu de la base de Freinet. Je te conseille de retourner voir la vidéo dans cette playlist sur la base de Freinet, histoire de bien maîtriser cette notion, parce que dans la vidéo suivante, nous allons démontrer la troisième loi de Kepler, et nous allons avoir besoin de cette base de Freinet. Quoi qu'il en soit, j'aimerais utiliser ce mouvement-là de la comète en orbite autour du Soleil afin de reparler un petit peu de cette base de Freinet. Donc, je te rappelle, la base de Freinet, elle est liée au centre d'inertie de l'objet qui est en mouvement là, autour du Soleil. Le vecteur unitaire t est tangent à la trajectoire et le vecteur n, lui, est perpendiculaire au vecteur t.
Donc là, la comète, quand elle est en rotation autour du Soleil, elle n'est soumise qu'à une seule force, la force d'interaction avec le Soleil. Et cette force, comme elle n'est soumise qu'à une seule force, on peut dire que la force du Soleil sur la comète est égale au produit de la masse de la comète fois l'accélération de la comète. Donc, comme on est en grandeur vectorielle, s'il n'y a qu'une seule force, ça veut nécessairement dire que l'accélération, elle a la même direction et le même sens que la force du Soleil sur la comète. Et donc, que l'accélération est dirigée du centre d'inertie de la comète vers le centre d'inertie du Soleil. Voici le vecteur accélération. Même cas lorsque la comète a effectué la moitié de sa révolution et qu'elle est ici de ce côté-là. Attention, je rappelle, le vecteur unitaire t est tangent à la trajectoire et il est orienté en fonction du mouvement. Donc là, dans cette partie de l'orbite, la comète va vers la droite. Dans cette partie de l'orbite, la comète va vers la gauche. Donc le vecteur t suit cette orientation. Bon. Maintenant, on va s'intéresser à la projection du vecteur accélération dans la base de Freinet. Dans la base de Freinet, la valeur de la projection du vecteur accélération sur l'axe tangentiel, c'est égal à d de v de t sur dt. Moi, je t'invite à retrouver et à revoir la formule qui est présentée ici. Là, ce vecteur, il va de la gauche vers la droite, alors que le vecteur unitaire t, il va de la droite vers la gauche, alors que le vecteur unitaire t, lui, va de la gauche vers la droite. Donc la projection de ce vecteur accélération, elle va être négative. Elle va être négative sur l'axe tangentiel. Ça veut donc dire que la dérivée de la valeur de la vitesse, de la norme de la vitesse est négative. Si cette dérivée de la norme de la vitesse est négative, ça veut donc dire que la vitesse diminue. La valeur de la vitesse diminue. C'est bien ce qu'on a observé sur la petite animation tout à l'heure. Quand la comète s'éloignait du Soleil, la valeur de sa vitesse, de son vecteur vitesse, diminuait. En revanche, sur cette partie-là de l'orbite, l'accélération elle a toujours le même sens et la même direction que la force du Soleil sur la comète, mais ce coup-ci, la projection de ce vecteur accélération sur l'axe tangentiel est positive. Donc ça veut dire que la dérivée de la norme de la vitesse est également positive. Ça veut donc dire que la vitesse va augmenter. Donc en gros, on peut distinguer 4 phases. Ici, on va avoir une accélération qui va être normale, donc une dérivée de la valeur de la vitesse qui va être nulle. Ici, nous allons avoir la vitesse sur cette partie-là de l'orbite qui va diminuer jusqu'à ce point-là où la dérivée de la valeur de la vitesse va s'annuler. Puis ici, on va avoir la dérivée de la valeur de la vitesse qui va être de nouveau positive, donc une valeur de la vitesse qui va augmenter. Voilà, j'espère que ces quelques précisions t'auront permis de mieux comprendre ces deux premières lois de Kepler, et je te dis à très bientôt pour qu'on se lance dans la démonstration de la troisième loi de Kepler. Allez, à bientôt.